Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 6 mois après les toutes premières élections singulières de l'histoire démocratique du Bénin, les législatives sans la participation de la moindre formation de l'opposition, le pays continue de faire des pieds et des mains en vue de panser les plaies qui en découlent. De cette optique, les assises du Palais des Congrès, le dialogue politique malheureusement devenu sujet à controverse. À l'annonce des recommandations, des voix de s'élever aussi au sujet de quelques-unes des mesures énoncées. Entre autres mesures, l'idée d'une loi d'amnistie en vue de mettre en liberté des personnes emprisonnées ou poursuivies suite aux événements malencontreux survenus dans le cadre du très décrié scrutin du 28 avril. Favorablement accueillie par cette langue, la démarche est carrément rejetée par bien d'autres composantes de la société. À première vue, un parfait imbroglio qui pourrait bien pousser à se demander que veulent exactement les Béninois. Un analyste et un homme de droit pour apprécier la portée tant politique que technique d'une telle option qui visiblement divise. Thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin, dissension autour d'une loi d'amnistie pour la décrispation politique. Un débat furtif ou d'intérêt? Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Maître Paul Kato-Atitar. Il est avocat au barreau du Bénin. Avec lui, nous comprendrons toute la nuance entre les deux concepts, amnistie et grâce présidentielle. Et dans le contexte politique actuel de crise, quelle est l'option qui s'impose? Maître Paul Kato-Atitar, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. En face de lui, Jospezo Anango, il n'est plus à présenter, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche. Jospezo Anango, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondez à leur façon. Merci aussi pour la disponibilité. Une loi d'amnistie pour ceux emprisonnés et ceux poursuivis dans les cadres des violences post-électorales, inscrite au registre des recommandations issues du dialogue politique initié par le président Patrice Talon. L'idée n'emballe pas tout le monde. Je me retourne d'abord vers l'analyste. Comment vous appréciez cette donne qui, en principe, devrait, à première vue, réunir tous, mais qui semble encore diviser? Merci, chers confrères. C'est vrai qu'on devrait s'étonner de ce que cela ne puisse faire l'unanimité. Une telle décision ou un tel projet devrait, me semble-t-il, acquérir ou alors rencontrer l'adhésion de la plus grande opinion. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et cela pourrait s'expliquer dans la mesure où le contexte même se prête à controverse. Et la décision telle qu'elle est en train d'être prise aussi pose problème. Et le dialogue politique qui a accouché de cette décision continue aussi de faire polémique et plusieurs idées s'entrechoquent. À ce niveau-là, il y a certaines personnes qui, à raison, estiment que cette loi d'amnistie qui est en train d'être prise ou qui est un projet n'est que pour servir le régime actuel, d'autant plus que cette loi ne peut qu'être votée par le Parlement, et lequel Parlement est contesté. Et donc, une loi ainsi votée par ce Parlement, déjà contestée, révigore le Parlement, lui donne de la légitimité ou tout ce qu'on veut, et ce qui, aux yeux de certains analystes politiques, pose problème. Ailleurs, on estime que c'est trop restreint, le champ est restreint, parce que parlant politique et crise politique, il n'y a pas que seulement les personnes qui ont été gardées dans les liens de la détention, mais qu'au-delà, les faits politiques ont fait partir certains Béninois de chez eux et qui les ont poussés à l'exil. Et donc, quand on parle de décisions politiques pour calmer les esprits, ramener la paix,
aplanir les angles, qu'il faille l'élargir. Donc il y a aussi une certaine opinion. On va apprécier chacune des opinions là, parce que graduellement vous rapportez un peu ce qui parvient à votre rédaction. Mais le regard de l'analyste lui-même, nous en avons besoin pour aller au-delà des suspicions et des commentaires qui fusent ça et là. Mais d'abord, Maître Paul Katoatita, avant de revenir sur ces regards, dites la question de l'amnistie que certains opposent à la question de la grâce dans un contexte de crise politique profonde aujourd'hui au Bénin, comment on peut ou doit-on l'appréhender? Je vais dire que je suis un peu mal placé pour répondre à la question dans sa forme de grâce ou d'amnistie, parce que ce sont des mesures de politique pénale qui se déroulent sur un fond éminemment politique. Toujours. Donc, c'est des décisions qui reviennent aux hommes politiques et qui ont un impact au niveau de la justice sur des décisions judiciaires. Donc difficile de voir ça essentiellement sous l'angle technique. N'étant pas un homme politique et me méfiant toujours de ces aspects de trucs politiques, je ne pourrais pas aller en profondeur. Mais par contre, je vais vous dire que la grâce présidentielle, ce que c'est ce pouvoir reconnu au chef de l'État d'intervenir en faveur de quelqu'un qui est condamné par une justice pénale et de lui accorder le pardon. Il est déjà condamné et puis une peine, on lui accorde le pardon. C'est un élément de politique pénale, mais qui n'intervient qu'après que le juge ait statué. Pas d'interférence dans l'action du juge. Et qui est du ressort propre du chef de l'État. Mais attention, qui n'efface pas la condamnation. La grâce n'efface pas la condamnation. Maintenant, vous arrivez à l'amnistie, qui également relève d'une décision politique mise en œuvre par le Parlement au moyen d'une loi, la loi d'amnistie, qui est également un instrument de politique pénale qui intervient à tout moment sans même que le juge ait statué ou pendant qu'il statue ou après qu'il ait statué et qui, sans contredire la réalité de l'infraction, lui donne un autre sens, le sens de ne pas punir, le sens de ne pas condamner, le sens du pardon. Un pardon volontairement voulu. C'est ça. Donc, c'est deux choses différentes, ayant des effets différents. L'amnistie joue, c'est-à-dire ôte à l'intéressé ce qui est de sa condamnation, en effet juridique. S'il est déjà condamné, l'effet juridique de la condamnation disparaît, on lui accorde une virginité judiciaire. S'il n'est pas condamné, il ne le sera plus. S'il n'est pas poursuivi, il ne le sera plus. C'est ça l'amnistie, plus large. Mais toujours prise par des hommes politiques. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne pourrais pas apprécier l'opportunité de la prise de l'une ou de l'autre, parce que c'est des décisions politiques qui ont d'impact, bien sûr, sur la vie des décisions judiciaires, mais politiques. Alors, vous qui opinez souvent sur ce terrain, voilà le regard du technicien qui précise que le regard ou les marges de manœuvre lorsqu'on recourt à l'amnistie, les marges de manœuvre sont encore plus grandes, plus importantes que la grâce présidentielle, avec cette spécificité que une certaine virginité est retrouvée par l'intéressé lorsque l'amnistie intervient. Alors, dans le cadre de ce qui se joue désormais au Bénin, pour la crise politique qu'on a connue, dont on veut forcément tourner la page, la suggestion donc des politiques, on peut dire, reste plus que fondée. Oui, tout à fait. Et on n'a rien inventé ici. L'amnistie, ce n'est pas une invention du Bénin. Et ce n'est pas la première fois qu'on en use. Cependant, je disais tout à l'heure en l'entame de mon intervention que ça pose problème à des niveaux donnés. L'amnistie, dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, ça pose problème. Et à raison d'ailleurs, on devrait s'en réjouir. Mais pourquoi tout le monde ne s'en réjouit pas? Même certains qui sont concernés, et qui devraient
plutôt se dire, mais tiens, nous tirons notre marron du feu, s'oppose plutôt à une telle décision. Et là, de mon point de vue, cela pourrait s'expliquer. En ceci que, vous voyez, il y a eu des événements malheureux qui sont produits après des élections exclusives. Et parmi ces événements malheureux, je pourrais citer, par exemple, les morts, les pertes en vies humaines, et l'armée qui a tiré sur des citoyens non armés, et tout ça, lorsqu'on met le tout ensemble et qu'on a recours à une amnistie, je suis en train de me demander, donc, tout ça va passer en perte et profit. On ne pourra plus un jour ouvrir une enquête et comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. C'est ça aussi les effets de cette amnistie qui se pointe à l'horizon. De l'autre côté, je l'avais dit tantôt, il n'est plus un secret pour personne que depuis les dernières élections législatives contestées, le Parlement qui a été mis en place est aussi contesté parce que cette élection a eu lieu et on a vu que deux partis politiques proches du chef de l'État compétir. Et donc on a vu aussi le taux de participation qui expliquait que une grande partie du pays n'a pas pu prendre part à ces joutes. Et donc voilà cette assemblée ou ce Parlement contesté qui va devoir désormais prendre une loi d'amnistie en faveur de personnes impliquées dans les échauffourées, tout ce qu'on veut. Et bien, juste après, est-ce que ces mêmes personnes peuvent encore contester l'existence légale ou la légitimité de ce Parlement? Alors, je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas des politiques, comme l'a souligné Maître Kato Atita, les politiques ont plus d'un tour dans le sac? Est-ce que quelque part, politiquement, on n'a pas voulu récupérer à travers cette loi d'amnistie pour donner une nouvelle virginité ou alors pour nettoyer à l'eau de Javel ce Parlement qui est contesté? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'on n'a pas voulu aussi, par le même biais, permettre à ceux qui se seraient impliqués dans les tueries, à savoir, c'est-à-dire les personnels de l'armée qui ont tiré, on a tous assisté à cela, est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'effacer ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'oublier ces morts tués par balle? Donc, ce sont autant de situations qui agitent l'opinion et qui font qu'aujourd'hui, au lieu d'exulter, de joie face à une telle décision ou à un tel projet, les gens sont dubitatifs. Et il y en a qui vont carrément même contester. On a vu même Amnesty International qui s'oppose à ce genre de démarche. Vous avez parlé d'une certaine virginité qu'on peut retrouver facilement lorsque l'amnistie intervient. Mais pour l'individu, alors voilà d'autres analyses qui se font. L'amnistie, dans le cas d'espèce, pourrait accorder une certaine virginité à une assemblée dont la légitimité semble être remise en cause plus d'une fois, mais aussi la question de la légalité. Est-ce que c'est pertinent de voir et universitaires et parfois politiques endosser cette posture? Je vais revenir un peu en arrière. Vous me rappellerez tout à l'heure votre question. Ok. Vous suivez votre première question, parce que vous m'avez demandé au plan... la question que m'a posée la première fois, qui m'a paru un peu une question plus politique que technique. Et comme je l'ai toujours dit, je me méfie beaucoup d'avoir des pieds et des mains dans les problèmes politiques. Alors, mais n'empêche, je vais revenir en arrière parce que c'est un aspect du droit cependant. Ok, allez-y. L'amnistie, en fait, à son origine chez les Grecs, c'est le pardon volontaire. Le pardon volontaire. On n'a pas oublié, mais on pardonne volontaire. Et le cas présent qui fait polémique au Bénin aujourd'hui, si on doit parler de l'amnistie dans le cas du Bénin, c'est ce que nous appelons en droit pénal une amnistie événementielle, c'est-à-dire amnistie qui intervient à la suite d'un événement. Alors il faudrait rechercher quel est l'événement qui amène aujourd'hui les hommes politiques béninois à rechercher l'amnistie. Naturellement, c'est la crise politique que traverse le pays. Mais cette amnistie événementielle intervient toutes les fois que la solidité de la nation est menacée et il faudrait rechercher à la refonder.
Je dis bien, toutes les fois que la solidité de la nation est menacée, et il faudrait chercher à la refonder. Il ne faut pas se tromper, c'est le cas du Bénin. Et la question resterait de savoir, face à cela, tel que les Grecs l'ont défini, tel que cela est venu de la doctrine pénale et les grands auteurs qui réfléchissent sur la question, quelle peut être l'étendue d'une telle loi d'amnistie dans le Bénin d'aujourd'hui? Je dis bien une loi d'amnistie événementielle, c'est-à-dire intervenant à la suite d'un événement. L'événement politique dont le Bénin parle aujourd'hui, c'est l'événement de la crise politique. Ça, il fallait donc que je l'explique, parce que ça suit une logique de droit, même si ça fait ressortir le caractère politique de la chose. Vous parlez de l'étendue. L'étendue. Maintenant, pour revenir à votre question, deuxième question qui m'a échappé. Mais en parlant de l'étendue, ma question, Oui. en parlant de l'étendue, Oui. vous ne l'avez pas exploré là. Ah, l'étendue, je l'ai toujours dit ici, et je vais toujours rester constant à l'étendue de la crise du Bénin. Je ne suis pas un homme à se dédire ou à faufiler, non. J'ai toujours dit ici que les événements de Tchaouro, les événements de Savé, de Kandi et de Kilibo, les événements de Cotonou, de Kadiaou, des 1er et 2 mai, la 8e législature elle-même, dans son existence juridique, sont des faits non détachables. Juridiquement, on ne peut pas aborder un sans que ça n'entraîne l'autre, ça qu'entraîne l'autre. C'est des faits non détachables. Et je ne vois pas la solution juridique qui peut être trouvée à l'un et qui n'interpelle pas l'autre. Je l'ai toujours dit et je reste constant dans ma réflexion sur ce point. Donc, je passe. Vous passez maintenant. Oui. Est-ce pour autant, ma question, est-ce pour autant que l'on aille à conclure que cette amnistie pourrait induire une certaine légitimité, une certaine façon de chercher à accorder comme une certaine virginité à l'Assemblée, pour reprendre l'expression de votre vis-à-vis? Je vais vous expliquer. Cette loi d'amnistie, si elle venait à être prise, d'abord le contexte de l'amnistie dont on parle au Bénin, il faudrait aller vérifier les paramètres de la crise, certains paramètres de la crise, les acteurs de la crise, les personnes qui sont impliquées dans cette crise et qui pourraient bénéficier de cette loi d'amnistie. Quand vous prenez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez que des faits, des événements non détachables, vous prenez l'Assemblée nationale elle-même, en tant que 8e législature. Dans le Bénin d'aujourd'hui, vous avez 2 clans politiques. Le clan de ceux qu'on appelle les résistants et le clan de ceux qu'on appelle les rupturiers. Les résistants continuent de contester l'existence juridique même de cette Assemblée. Les rupturiers maintiennent l'existence juridique de l'Assemblée. Lorsque cette Assemblée va venir à voter une loi d'amnistie en faveur des gens, des bénéficiaires, dont en grande partie les résistants, qui l'accepteraient comme ça, ils ne font que légaliser cette Assemblée. Ils acceptent que l'institution qu'ils sont en train de contester l'existe. Je ne dis pas même pas de légalité juridique ni de légitimité, mais c'est son existence même. Une institution qu'ils considèrent comme juridiquement inexistante, ne devrait pas exister, viennent leur accorder le bénéfice d'une loi de faveur, d'oubli de pardon, qu'ils acceptent. Ça veut dire que nous le reconnaissons désormais. Un premier attachement. J'ai dit tout à l'heure que c'est des choses non détachables. Deuxième chose, quand vous allez arriver, pour le cas des événements des 1er et 2 mai à Kadiaou, il y a eu 2 acteurs. 2 acteurs. Il y a l'armée et la police, et il y a les populations, les jeunes manifestants. Pour les résistants, les jeunes sont des héros de la démocratie. Ils sont venus pour sauver la démocratie des mains de ceux qui veulent mettre la démocratie à mal. Donc, les résistants, ces jeunes ne sont coupables de rien. Aucune infraction à leur charge. Donc, a priori même, une loi d'amnistie en leur faveur n'a pas de portée. Pour eux. Puisque la loi d'amnistie suppose que l'infraction a été commise, mais on l'oublie dans ses effets juridiques. Mais pour eux, dans leur psychologie, ces jeunes-là n'ont commis aucune infraction. Au contraire, ce sont des héros.
Et s'ils sont aujourd'hui poursuivis, mis en prison, c'est d'une manière, c'est pas, comment on appelle ça, c'est d'une manière anormale, c'est un abus. Donc, quand vous parlez d'amnistie par rapport à ceux-là, naturellement, ils auraient dû être contents, heureux, mais ils ne peuvent pas l'être parce que dans leur psychologie, c'est des innocents qui n'auraient pas dû être là, en prison, ni poursuivis. Ça, c'est le premier volet, ça. Donc, l'objectif recherché par rapport à ceux-là n'est pas atteint. L'objectif de réconciliation ne peut pas être atteint. Nous sommes innocents, on nous a mis là parce qu'ils sont au pouvoir. On nous sort aujourd'hui, bon, ça fait leur affaire. Mais revenons aux militaires, aux policiers, deuxième acteur. Peut-on accorder une loi d'amnistie, c'est-à-dire un oubli, à ceux que le pouvoir considère comme des malfaiteurs, c'est-à-dire des infractionnaires, c'est-à-dire les jeunes que les retirés, les autres prennent pour des héros, et laisser de côté les militaires et les policiers qui ont tiré. Et là se trouve tout le problème pertinent, le plus gros problème de cette loi se trouve là. Là, nécessairement là. Doit-on accorder le pardon à ceux qui ont tiré? Attention, je vais le dire, en deux volets de droit. Au plan interne, tout pouvoir a le droit d'accorder une amnistie à qui il veut, sans limitation d'étendue. Le Parlement, 8e législature, qu'il soit juridiquement reconnu ou pas par les résistants, peut leur accorder une amnistie. L'opposition, plutôt. Voilà, l'opposition peut leur accorder une amnistie au plan interne. Mais attention, ce serait une loi d'amnistie contraire au droit international des droits de l'homme. En conflit avec le droit de l'homme. En conflit avec le droit pénal international. Parce que pourquoi? Les faits de Kadian, des 1er et 2 mai, et peut-être des autres régions, pour ce que nous savons à travers les réseaux sociaux, à travers les opposants, etc., etc., ces faits sont constamment dénoncés au plan international par des institutions internationales. Ces faits font même l'objet de plaintes, selon ce que je n'ai pas vu les plaintes. Je n'ai pas vu le dossier, mais oui. On en parle tout le temps au réseau, dans les trucs. Certains policiers même s'en vantent visiblement sur les réseaux sociaux, au niveau de la CPI, etc., tout cela. La CPI serait même aux trousses du Bénin par des mesures d'investigation encore informelles, d'après ce que nous apprenons. Or, il est interdit. L'amnistie est inconciliable avec certaines infractions du droit pénal international et du droit international des droits de l'homme. Inconciliable. Oui, inconciliable, ce n'est pas possible. Quand vous prenez le droit international des droits de l'homme, par exemple, il est dit clairement dans les conventions internationales, la charte des parties civiles et politiques, qu'aucun crime relevant du droit pénal international, les crimes de masse notamment, les crimes contre l'humanité en particulier, ne peuvent être excusés parce que soit ils ont été commis sur ordre de l'autorité légitime ou d'ordre de la loi. Aucune loi ne peut autoriser la commission de ces crimes. Donc, aucun militaire, aucun policier ne peut dire « j'ai commis ces crimes parce que la loi me permet de les commettre ». Aucun militaire ne peut dire « j'ai commis ces crimes parce que l'autorité m'a donné l'ordre de les commettre ». Alors, comment voulez-vous, alors, à partir de ce moment-là, si réellement les Béninois sont en train de porter ces plaintes pêle-mêle, que les mêmes autorités béninoises viennent à dire « arrêtons la poursuite de ceux-là qui auraient tiré sur la foule » et qui serait constitutif d'une infraction de crime contre l'humanité. Comment les Béninois eux-mêmes, autorités béninoises, à qui les conventions qu'ils ont signées interdisent ça, viendront dire dans leur pays que nous venons prendre une loi d'amnistie pour dire désormais ces gens-là, bien qu'ils aient tiré, bien qu'ils aient tué, bien que les plaintes existent et que nous en avons écho pêle-mêle, nous disons, nous leur accordons l'impunité. Alors, cela n'est pas possible. C'est ce que je dis là. Oui. C'est réel. Ce n'est pas de truc, ce n'est pas de l'imagination. Je le puise dans les documents, je le puise dans les ouvrages. Ce n'est pas, c'est-à-dire, cela n'est pas accepté. Ça peut avoir sa force à l'intérieur, mais on ne peut pas l'opposer au plan international. Et ça va continuer. Parce que ceux qu'on appelle les opposants continueront toujours de réclamer justice. Mais, Maître Paul Katouazita, est-ce qu'il ne faut pas nuancer un peu? Lorsqu'on sait
qu'au Bénin, l'option qui est en vue, ce n'est pas encore validé, une loi d'amnistie, a été le fruit de réflexion d'un certain nombre d'acteurs politiques, même si là encore il y a des questions de protestation quant à la configuration de ceux qui se sont réunis pour prendre de telles options. Ça a été suggéré et l'autorité, après réflexion, une assise Conseil des ministres a dit, puisque les politiques le veulent, pourquoi ne pas y accéder? Est-ce que ce n'est pas un détail qui comptera beaucoup pour la suite à donner? Je vous ai dit tout à l'heure, le sens du mot amnistie, chez les Grecs, ça vient de chez les Grecs dans leur truc. C'est le pardon volontaire, l'oubli volontaire. Je sais que c'est fait et j'oublie ça, volontaire. J'ai dit tout à l'heure que quand vous reprenez la doctrine sur la question, une loi d'amnistie événementielle, comme c'est le cas qui se profile actuellement au Bénin, là, suite aux événements de crise, aux événements de 1er et 2 mai, la crise électorale, c'est pour reconsidérer la solidité nationale d'un État qui est en train en déliquescence. Réconcilier la solidité nationale. Ce qui voudrait dire quoi? Et ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que, oui, il y a amnistie, même pour ceux qui ont tiré, mais il faudrait faire l'effort d'avoir le consentement de tout le monde. De tout le monde. C'est-à-dire, si ce dialogue, s'il était comme à la conférence de 1990, que tous les acteurs politiques du Bénin se réunissaient pour dire ce qui s'est passé dans notre pays, de manière unanime, nous décidons d'effacer ça, parce que ce n'est pas digne de nous. Nous nous pardonnons tous les uns les autres. En ce moment, c'est nous mettons et adopte une telle loi. Alors, bien vrai, non seulement que cette loi serait efficace, très efficace au plan national, mais d'une même voix, il pourrait plaider la cause au plan international. Bien que ce soit interdit au plan international, il plaiderait la cause efficacement au plan international. Alors, au plan international. Avant de vous laisser poursuivre, quand on suit le technicien, c'est à croire que c'est une brèche, ça dépend de quelle position se met, une brèche possible ouverte au gouvernement qui pourrait peut-être saisir les assises de la résistance pour inviter les acteurs et ensemble trouver cette unanimité autour de la question. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a protestation, c'est encore ces résistants ou acteurs de l'opposition qui disent on veut savoir ce qui s'est passé, les coupables qu'on les brandisse. C'est vrai, Amnesty International, dans la foulée, s'est joint à cet appel à ce que toute la lumière soit faite sur les incidents, surtout de Kadiom. Une autre porte pour aller à un dialogue où vous voyez l'autorité faire la sourde oreille et évoluer. Bon, chers confrères, je ne parlerai plus dans ce sens d'aller à un dialogue. Il y a eu un dialogue que le gouvernement a initié, donc ce serait plutôt désormais de mettre le cap sur un dialogue bis. Et le dialogue, le dernier qui s'est achevé, comme on le sait, n'a pas fait l'unanimité et a raison d'ailleurs, puisque une bonne classe politique est restée sur la touche. On a trié sur le volet et ceux qui devraient prendre part à ces rencontres. Et comme l'a dit Maître Katoatita tantôt, on ne peut pas dans ce cas d'espèce arguer de ce que les Béninois se sont retrouvés et ont décidé à l'unanimité que désormais il faille aller à une loi d'amnistie, effacer ce qui se serait produit d'un côté comme de l'autre. C'est impossible. Il est clair, il est apparu à l'opinion nationale et internationale que ce jour-là, le 10 octobre dernier, on a vu un groupe de politiciens qui sont retrouvés au Palais des Congrès pour parler d'une autre langue. Et à l'opposé, on a vu encore certains autres qui se sont retrouvés au Chant d'Oiseaux pour parler d'une autre langue. Et là, quand on met les deux bout à bout, c'est de la divergence qui s'est agie. Et les décisions issues, à gauche comme à droite, aucune des deux catégories ne les accepte. Dès lors, il est évident que ce dont a parlé Maître Katoatita tout à l'heure ne pourrait se réaliser et ne peut se faire que dans l'approche d'une autre rencontre. Et ça, on est dans les suppositions. Mais vous comprendrez avec moi que la situation qui est celle que nous vivons aujourd'hui, est tirée par les cheveux. Je veux parler, bien entendu, de ce projet de loi
d'Amnesty, c'est tiré par les cheveux. Et lorsque l'on veut l'analyser sans passion, on se dit que quelque part, certains ont intérêt à ce que cela passe rapidement. Peut-être on fait d'ignorer les conséquences à terme que cela pourrait engendrer. Pourquoi je parle de conséquences à terme? Puisque je ne suis pas un spécialiste de droit, mais je suis en train de me dire qu'on ne peut pas articuler ce genre de choses sans expliciter clairement de quoi il s'agit. Donc, loi d'amnistie prise pour effacer les crimes ou autres, les événements de tel et tel. Et je suis presque certain qu'on ne pourra pas dire dans l'intitulé de cette loi, y compris les crimes commis par des militaires, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Et ce qui déjà met une limite dans la perspective. On a dit, et pour l'heure, ce que j'entends, c'est qu'il y a une prise de loi d'amnistie en faveur des personnes condamnées ou derrière lesquelles court un certain nombre de condamnations ou d'accusations dans les événements des 1er et 2. Jusque-là, personne n'a véritablement dit, y compris les auteurs. Vous voulez dire que Oui. cette omission éventuelle Oui. pourrait être une autre porte qui va desservir les éventuels coupables de ce qui s'est passé les premiers, deux et Oui, trois. tout à fait, puisque nommément, c'est vrai, ici, c'est les analyses qui nous poussent à nous demander, mais quand sera-t-il, y compris même l'Assemblée nationale? Rien n'a été véritablement écrit ou n'a été projeté pour dire, bon, mais désormais, il est entendu que l'Assemblée sera... Dans les projections, bientôt l'Assemblée devra... Cependant, comme l'a dit aussi Maître Katoatita, dès lors qu'une loi est prise par cette Assemblée, tout cela va de soi que sa légitimité s'impose, sa reconnaissance s'impose, puisque si vous dites qu'elle n'existe pas, par quel biais a-t-elle pris une décision d'aussi grande importance? Donc, c'est tout un méli-mélo. On aurait dû mettre tout le monde ensemble, peut-être qu'on n'en serait pas à cette étape aujourd'hui, parce que mettre tout le monde ensemble voudrait dire l'opposition, la classe politique dans sa grande majorité, en face de la mouvance, et ce dialogue aurait eu un aspect beaucoup plus national. J'espère, Soanago, l'évidence aujourd'hui, c'est qu'il y a crise. Et le Bénin a besoin de tourner cette page. Face à ces réalités qui semblent aussi s'imposer, quelle est manifestement la porte de sortie qui s'impose? Mais la sorte de sortie relève de la capacité que les acteurs concernés ont à s'élever au-dessus de la mêlée et à impliquer tous les concernés. Ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez souvenance dans l'histoire qu'on a résolu des crises qui concernent une grande majorité sans en impliquer les concernés? Je n'en ai pas souvenance. Donc, 2 ou 3 personnes ne peuvent décider de ce qui est bon et convenable pour 100 personnes. C'est ce qui est en train de se passer. Et comment voudriez-vous qu'au cours de ce dialogue politique restreint, exclusif, on puisse déjà parler ou régler les problèmes qui concernent ceux qui n'y étaient pas? La preuve, on n'a pas pu. Et donc, les portes de sortie, si on veut, c'est d'ouvrir d'autres possibilités de discussion et qui permettront à ceux qui ont été jusque-là mis à l'écart de venir s'expliquer ou de donner leur point de vue. Mais si on n'embrase pas l'ensemble des auteurs ou des acteurs impliqués, il me semble difficile de résorber cette crise. C'est mon point de vue. Faute Katoatita, des crises, le Bénin en a connu. Vous avez été un témoin vivant de bon nombre d'entre elles. Celle que le Bénin vit actuellement reste une crise un peu atypique. Pour l'issue, c'est un peu la formule aujourd'hui proposée. Mais pour y aller, au regard des éléments que vous-même vous avez relevés, quelle est l'issue probable qui s'annonce pour les acteurs politiques? Il faut qu'ils aient la volonté de régler la crise. Pour l'instant, les acteurs politiques. Pour l'instant, les acteurs politiques, oui, pour l'instant, ils n'ont pas encore la volonté de régler la crise. Ils n'ont pas encore la volonté de régler la crise. Et le manque de volonté de régler la crise se retrouve dans le mot amnistie.
J'ai dit tout à l'heure que ce que veut faire le Bénin là n'est pas nouveau. C'est connu en droit pénal, c'est connu en sociologie pénale, en sciences pénales. Une loi d'amnistie pour régler un problème de crise dans un pays, à la suite d'un événement. Dans tous les pays, c'est toujours lorsque la solidité de la nation est fortement menacée que les hommes politiques décident de faire ainsi. Mais si c'est cela le sens que nous avons retenu depuis les Grecs à aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut nécessairement que ceux qui se plaignent, comme ceux qui disent que c'est le plaignant comme la victime, je ne sais pas comment l'appeler, le mis en cause, quelle que soit leur qualité, ils se parlent. C'est dans le pardon, oui, puisque ça vaut l'oubli, le pardon par l'oubli. S'ils ne se parlent pas, comment ils peuvent tous oublier? Parce qu'ils doivent tous oublier à la fois. S'ils ne se parlent pas, comment ils peuvent dire nous oublions aujourd'hui? Et nous faisons table rase de ce qui s'est passé. Donc, ils vont aboutir à une loi d'amnistie, ils vont aboutir à ceci. Le général Kérékou disait à la conférence nationale, à la fin, dans ce discours, qu'il acceptait les conclusions de la conférence nationale, la souveraineté de la conférence qui a été proclamée contre lui, il l'acceptait. Il l'a dit avec une solennité. Et il ajoutait, ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation. Ces deux mots-là, je le retiens du discours du général. Je dis bien, il dit, ce n'est pas du défaitisme et ce n'est pas de la capitulation. Mais c'était un général, un militaire, il n'était pas intellectuel au sens académique, mais intellectuel au plan militaire, qui disait ça. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation. Et il parlait de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Si les politiciens béninois prennent en compte l'intérêt supérieur de la nation béninoise, ils vont se parler tous sans exclusion et ils vont trouver la solution de ça. Alors, permettez que je vous pose une autre question. Se parler sans exclusion, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Alors, lorsqu'on est dans un contexte qui est celui du Bénin, que vous connaissez très bien, où les difficultés financières sont aussi là, même si on n'en parle pas beaucoup, vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile depuis un certain temps de faire des entrées financières comme cela se doit. Toutes mes excuses. La question de la perméabilité de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, on ne revient pas sur cette question. Mais alors, lorsqu'on a fini d'organiser un dialogue comme ce qui a été fait, et que tous les acteurs n'ont pas pu se réunir, puisque vous semblez dire que c'est la voie royale pour aller à une sortie de crise véritable, lorsqu'on a manqué de le faire, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de passer des coups de fil à chaque grand acteur et puis ensuite aboutir à ce même résultat? Le problème du Bénin, la crise du Bénin là, oui. Ici, comme vous m'avez toujours invité, j'ai insisté dessus. Ce n'est pas une crise, j'ai dit, il a des faits non détachables, bien vrai. Mais c'est une crise dont les origines remontent depuis la 4 ans que la rupture est venue. Imaginez-vous. Il faut qu'ils se parlent tous. Parce que la crise du Bénin, c'est également ceux qui sont à l'étranger, qu'on appelle exilés politiques. La crise du Bénin, c'est le déguerpissement. La crise du Bénin, c'est le mécontentement qu'une grande partie a subi un ras-le-bol. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Non, mais tout ça a conduit aux événements que nous avions connus, à Tchaourou, un peu partout. La crise du Bénin, c'est la manière dont les Béninois ont vécu les votes des lois, tous azimuts par la 7e législature. C'est un ensemble. Et si nous aimons réellement ce pays-là, nous voulons que ce pays soit dans la paix, et nous en avons les moyens. Et le premier des moyens, c'est de se parler. C'est de se parler. Passer des coups de fil, c'est de se parler. C'est de se parler. Je pose la question à Jos Pezo, je vous sens, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait des bruits qui ont couru, mais à la vérité, quand on reste dans cette perspective, le chef de l'État, après avoir organisé la rencontre que tout le monde a vue, dialogue politique qui n'aurait pas réuni tout le monde, décide alors à un frère de passer un coup de fil. Eh bien, le Bénin nous appelle. Chers frères, désormais, loin du territoire, rentrez pour qu'ensemble on puisse penser le développement du Bénin. Au nom du patriotisme, est-ce que ça ne peut pas prospérer et faire tache d'huile dans l'histoire de ce Bénin? Bien sûr, ça devrait pouvoir apporter un mieux-être à cette crise
qui ne fait que perdurer. C'est vrai. Et là encore, c'est vrai, le Béninois que je suis en serait heureux. Mais il se trouve que cela n'aurait pas été aussi une invention du chef de l'État si ça a été le cas, dans la mesure où on se souvient, dans un passé encore récent, l'ancien président de la République, Boni Yayi, pour ne pas le citer, n'avait pas eu besoin de prendre son téléphone pour demander à ce que monsieur Patrice Talon rentre au pays. Et il y a eu même des lettres qui ont circulé à l'époque, où il a pardonné. Il n'y a pas eu une prise de décision, à ce que je sache, il n'y a pas eu une grâce présidentielle. Mais de façon sincère, l'ancien président Boni Yayi avait demandé aux citoyens Patrice Talon de rentrer au pays. Et vous vous souvenez, ça s'était passé sans anicroche. Et puis, le citoyen Patrice Talon était rentré. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Patrice Talon de faire de même? Eh bien, on ne devrait pas se cacher derrière les coups de fil qui sont quand même des démarches purement privées. C'est vrai, contributives, bien entendu, de calme, de détente, certes. Mais lorsque, quelques jours, il y a quelques heures de cela, on a appris qu'il y a eu un coup de fil entre le président Talon et son ancien ami Boni Yayi. Cela a fait jaser certains, cela a fait beaucoup sourire parce qu'on ne devrait même pas apprendre ce genre de choses. Donc, j'ai l'impression qu'on fait de la communication sur du vent parce que ce sont des choses qui se font en coulisses entre les gens bien. Et donc, nous, on n'avait rien à cirer. On voudrait que le président pose des actes forts, que le gouvernement pose des actes forts qui vont dans le sens de la détente. Alors, à l'étape où en est le Bénin, quel acte fort auriez-vous aimé voir le gouvernement poser? L'un des actes forts qui relève de la capacité du chef de l'État à ramener la paix, c'est qu'il en a la capacité. Il se lève un matin, il insiste, il met tout en œuvre pour que ceux qui aujourd'hui sont partis de chez eux, comme ça, puissent rentrer. Ceux qui, pour des raisons et d'autres, ont peur au pays, seront en paix. Le chef de l'État en a la possibilité. Il n'a même pas besoin de convoquer la conférence nationale, une autre conférence nationale pour pouvoir y arriver. Ne pas le faire, c'est ne pas aller à la détente, parce qu'il a tous les atouts en main. C'est lui le premier magistrat. Il a tous les atouts en main pour le faire. Patrice Talon a les atouts en main pour le faire, oui. Maître Paul Kato Atita, et ça va être en même temps votre conclusion. Non, j'ai dit tout à l'heure, il faut que les Béninois se parlent. Et ils ont la capacité de pouvoir se parler. Et je vais rejoindre tout à l'heure ce qu'il dit. Le chef de l'État, il a encore toute la force de renverser l'opinion publique défavorable en sa faveur. Je dis bien toute la force. Il suffit seulement qu'il sache se prendre. Il suffit qu'il rassure son peuple que ceux-là qui sont dehors, ceux-là qui sont ici aussi, ils n'ont qu'à venir, rentrer. Rien ne leur arrivera. Et qu'ils fassent la démarche pour les rassurer qu'ils reviennent. Ils reviennent, mais nous avons besoin d'une concorde, d'une solidarité. Besoin de concorde, de solidarité. Merci à vous, Maître Paul Kato Atita, on aura compris. Et merci aussi à vous, Jos Peso Anago, encore le chef de l'État, Patrice Talon, le seul à avoir en main la solution pour aider le Bénin à tourner une fois pour toutes la page. Mesdames, Messieurs, cette émission se veut une autre contribution au dégel de la crise que traverse depuis le Bénin. 100% Bénin pour le numéro du jour, on va donc s'en arrêter là. Il faut se compagnie sur cette citation de la romancière américaine Danielle Steele. Je le cite, « Le destin est imprévisible, dit-il, et dit-elle plutôt, et parfois nous ignorons quel point nous sommes favorisés jusqu'à ce que les songes et peut-être nous surprennent. » Merci d'être des nôtres et à très bientôt pour un autre numéro de 100% mais toujours avec la même disponibilité. Au revoir.